Du coup, je m'appelle Ombeline Brunois et je vais vous présenter le projet VitiRepère PNPP, qui est un projet de l'INRAE de Colmar. Donc, on va plonger dans la méthode de recherche puisque c'est la spécialité de notre labo. On fait de la recherche participative. Donc, je vais un petit peu vous expliquer en quoi ça consiste. Ensuite, je vais vous présenter du coup la méthode qu'on a mis en place pour investiguer les PNPP spécifiquement. Et après, je vais vous faire un petit retour, puisqu'on a fini la collecte des données, je vais vous faire un petit retour sur ce qu'on a pu voir et du coup vous présenter la suite. Voilà. Donc je vais vous présenter pourquoi chez nous la recherche participative, c'est ce pourquoi on se lève tous les matins. Voilà. Donc la particularité de notre laboratoire, il s'appelle Recherche participative et santé de la vigne, RPSV, réside dans la méthodologie appliquée au projet de recherche. Donc cette méthodologie est née d'un profond besoin entre la cohérence entre les attentes venant du terrain et nos sujets de recherche. Donc Guy Paillotin, en 2002, énonce un constat édifiant pour la recherche. Nous sommes dans un modèle de recherche qu'il qualifie de confiné. Donc, c'est-à-dire, je cite, une activité de recherche dans laquelle les chercheurs s'adressent aux chercheurs et sont recrutés, évalués et promus par leurs pairs exclusivement. Donc, vivant en vase clos, il arrive qu'ils ne prennent pas l'exacte mesure des enjeux qui préoccupent leurs contemporains, ce qui provoque parfois l'indignation de ces derniers. Donc, pour que les problématiques de recherche soient donc en accord avec les attentes du terrain, Guy Paillotin appelle à faire de la recherche de plein air. Donc l'équipe RPSV a donc pris ces mots au pied de la lettre et on a chaussé nos chaussures pour aller arpenter les rangs des vignobles alsaciens pour faire participer les viticulteurs à la recherche. Donc la participation, c'est un enjeu de taille dans notre laboratoire. Donc Sherry Arnstein démontre avec cette échelle qu'il existe plusieurs types de participation des citoyens à un projet politique. Donc dans la recherche, c'est la même chose. Les viticulteurs, dans notre cas, ils ne sont pas impliqués dans les plus basses échelles, donc ce n'est pas des sources d'information ni des consultants. C'est vraiment des parties prenantes et des partenaires à notre recherche. Nous avons donc choisi de nous diriger vers une branche de la recherche participative que l'on pourrait qualifier de radicale, qui s'attache à réfléchir en amont les enjeux éthiques de chaque projet de recherche. Donc c'est depuis 2013 qu'on a construit une méthodologie qui s'appelle la méthode repère. Donc cette méthode repère n'a pas été nommée par hasard, elle tire son nom d'un constat. Donc sortir du laboratoire avec la recherche de plein air et écouter les viticulteurs sur le terrain permet de réaliser que nous agissons au quotidien dans un contexte d'incertitude. Incertitude du côté de la recherche puisque les résultats obtenus en laboratoire sont parfois, comme c'est le cas pour les PNPP, remis en question par les essais en plein champ sur le terrain. Incertitude du côté des viticulteurs qui agissent dans des agro-écosystèmes complexes dont l'équilibre est remis en question par les changements climatiques. Pourtant, cette incertitude ne devrait pas nous paralyser, comme le décrit Étienne Klein dans Faut-il savoir pour agir. L'équipe de recherche RPSV a donc décidé de confronter les incertitudes de chacun pour en faire un terreau de questionnement, de recherche et qui sait peut-être construire quelques repères. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça peut se mettre en place sur le terrain avec un exemple. Voilà. Alors, notre méthode, elle peut se décrire avec une figure qui s'appelle l'argonaute. Donc, comment se déroule un projet de recherche action participative selon la méthode repère. Donc, pour commencer, on doit mobiliser toutes les parties prenantes sur le sujet de la recherche jusqu'à construire un projet tous ensemble. Donc ça passe par des étapes clés qui est par exemple reconnaître la légitimité de toute forme de savoir et de raisonnement de toutes les parties prenantes qui sont autour de la table. Donc les raisonnements des viticulteurs sont au même niveau que les connaissances scientifiques. Donc cet argonaute est aussi une forme qui nous permet de mieux illustrer nos procédés de recherche. Donc c'est un éternel recommencement. Lorsque nous commençons un premier cycle de questionnement en partenariat avec les viticulteurs, nous allons travailler pour résoudre cette question précisément, mais tout au long du processus, notamment à la discussion des résultats, d'autres questions vont émerger qui peuvent donner lieu à un nouveau projet de recherche. Donc dans les faits,
Cela veut dire que les viticulteurs se rendent directement dans le laboratoire. Donc là, vous avez des viticulteurs qui sont venus chez nous. Donc on travaille à Colmar et le groupe de viticulteurs avec lequel on travaillait, il est à Vestalten, donc dans la même vallée. Donc ils sont venus directement au labo voir les manips de labo de biologie moléculaire. Et du coup, ils étaient avec nous, mais les chercheurs sont aussi allés dans les vignes pour comprendre le travail du vigneron et, par exemple, faire des tests à la bêche. Voilà. C'est ce que vous voyez sur les photos. Donc, c'est ce que la chercheuse en sciences de l'éducation qui a travaillé avec nous, Anne Monéron, appelle la co-éco-formation. Donc, ce dialogue entre la science et le terrain permet de construire, d'orienter la recherche tout au long du processus. Donc, pour être concret, on a travaillé sur une problématique d'enherbement. Donc, cette problématique, elle a émergé après des discussions en 2013. Donc, ça a été un souhait des viticulteurs de faire une première campagne sans herbicides et après de réaliser du coup une sélection participative de plantes sauvages sur une zone Natura 2000. Donc cette zone, c'est une lande sèche. Donc les espèces qu'ils ont sélectionnées ne concurrencent pas la vigne. Après, ils ont fait appel à un semencier pour développer ce mélange, ce couvert végétal. Et du coup, le semencier a commercialisé ce mélange en le multipliant. Et aujourd'hui, il a été planté en 2018 et 20 espèces ont survécu sur les 22 espèces plantées au départ. Et le mélange ne concurrence toujours pas la vigne. Voilà, donc c'est une solution qui répond à la fois aux attentes des scientifiques et à la fois aux attentes du terrain. Voilà. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations. Il faut une fois par an, pardon, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez retrouver toutes ces informations du coup sur notre site. Je vous l'afficherai à la fin. Du coup, on crée des fiches agrotechniques avec eux. Donc, c'est des solutions pratiques de terrain qui sont directement affichées sur notre site internet. Et ces fiches agrotechniques ont été validées par les viticulteurs et les scientifiques. Voilà. Maintenant, on va faire un petit exercice. J'ai un micro là, si vous voulez répondre à la question. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est votre définition des PNPP, donc votre définition personnelle, avant qu'on passe au vif du sujet? Super. Bonjour Nicolas. Pour moi, une PNPP, donc c'est une préparation naturelle peu préoccupante, ça c'est Oui. la définition. Et même si je la conçois avant tout principalement réalisée à base de plantes, ça pourrait être d'autres choses, mais cette préparation en fait doit pouvoir être reproductible par tout le monde. C'est-à-dire que ça appartient au bien commun. Et donc, pour moi, une PNPP doit sortir du cadre du brevet et tout le monde doit pouvoir se la procurer ou la fabriquer et la mettre en pratique. Super, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ouais, super. Alors, j'adhère à 100% à ce qu'il vient de dire. Je rajouterais que pour moi, c'est une préparation qui n'a pas ou très peu d'influence sur la nature, d'où le nom. Et en l'occurrence, une préparation qui permet à la fois de soigner sans polluer. Ouais. Vous voyez déjà que dans ces deux définitions, il y a beaucoup de choses. On va juste faire un petit panorama de qu'est-ce qui est dans la loi et qu'est-ce qui est sur le terrain. La partie juridique. Donc, les préparations naturelles peu préoccupantes sont aujourd'hui une catégorie juridique. Donc, la définition juridique est née d'un long combat militant. Donc, il y a 2 années charnières. La première, c'est 2006. C'est la loi d'orientation agricole qui déclare que tous les produits qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM, sont interdits. Donc, cela concerne également les PNPP. Donc, par exemple, il y a une plante qui cristallise tous ces enjeux et tous ces combats. C'est l'ortie. C'est la période qu'on appelle la guerre de l'ortie. Donc, les controverses autour du purin d'ortie vont permettre d'obtenir la reconnaissance législative de l'utilisation des plantes en agriculture. Donc la deuxième loi charnière, c'est 2014, c'est la loi sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui donne la définition actuelle. Donc une PNPP est donc composée des 2 sigles que vous voyez là. SB, c'est pour substance de base, et SNUB, c'est pour substance naturelle à usage biostimulant. Donc les substances de base, elles ont un intérêt phytosanitaire, mais leur utilisation principale est autre que la protection des plantes. Donc elles peuvent être utilisées dans l'alimentation ou la pharmacopée, par exemple.
Les SNUP, quant à elles, sont des substances d'origine végétale, animale ou minérale qui doivent être obtenues, du coup on en revient à la définition de monsieur, par un procédé accessible à tout utilisateur. Donc elles doivent être autorisées par un arrêté ministériel après l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Donc la catégorie des SNUB, c'est une réelle avancée juridique parce que ça permet de sortir les PNPP de la catégorie des pesticides. Donc il reste cependant un immense défi pour tout utilisateur qui souhaiterait se lancer dans une procédure d'autorisation, c'est celui que la charge de la preuve de l'effet biostimulant est à celui qui dépose l'autorisation. Voilà. Donc certaines préparations utilisées sur le terrain ne font pas partie de ces catégories, donc c'est le cas des huiles essentielles ou encore des préparations biodynamiques. Voilà, donc on voit bien, avec cette définition, qu'on est, nous en tout cas, loin de ce qu'on a vu sur le terrain. Donc un arrêté du 14 juin 2021 établit 2 fiches de suivi qui distinguent la préparation de PNPP pour l'utilisation sur la ferme et la préparation de PNPP pour leur commercialisation. Donc cette distinction, elle entérine le fait que l'utilisation des PNPP recouvre une diversité de pratiques. Donc les viticulteurs que nous avons rencontrés n'ont aucune prétention à suivre un protocole strict. Nous avons pu observer sur le terrain une diversité des usages et des approvisionnements. Donc on peut définir 3 profils types. Donc il y a un procédé de fabrication maison, donc c'est ce qu'on va retrouver dans la catégorie autoproduction. Donc c'est-à-dire que le viticulteur il va cueillir ses plantes autour de sa parcelle ou dans les alentours afin de réaliser des préparations directement sur son domaine avec du matériel plus ou moins technique. Donc il peut utiliser du matériel qu'on utilise pour faire de la bière par exemple, une tisanière professionnelle. Ça dépend vraiment des moyens qui se donnent. Il y a un procédé de fabrication à partir de plantes séchées. Donc ça veut dire que les plantes, elles viennent souvent du territoire national par des producteurs professionnels. Donc les viticulteurs les utilisent, pareil, sur leur domaine directement avec le matériel qu'ils ont à leur disposition. Il y a un procédé de fabrication industrielle ou quasi-industrielle. Donc c'est des PNPP qui sont vendus par des entreprises dont c'est le métier. Donc cela peut être des produits complexes avec un mélange de plusieurs plantes. Et voire l'addition de produits qui améliorent leur application. Donc il y a d'autres produits qui se rapprochent plus de la fabrication maison, qui sont faits par des entrepreneurs ayant expérimenté les procédés pendant de nombreuses années jusqu'à lancer leur propre gamme. Donc cette diversité des procédés de fabrication démontre que la réalité du terrain est plus complexe que la définition juridique que les PNPP recouvrent. Donc, au-delà du procédé de fabrication, ce sont bien sûr les usages et les fonctions attribuées par les viticulteurs qui dépassent le cadre juridique. Donc, notamment la fonction de protection du climat, ou de l'environnement, qui du coup n'a pas du tout de mention dans la définition juridique. Donc, à quoi ça sert les PNPP ? Donc, la définition juridique leur attribue un caractère biostimulant. Donc c'est une fonction, je cite, une fois appliquée au sol, sur la plante, c'est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol afin de faciliter ou de réguler l'absorption par ceux-ci des éléments nutritifs, d'améliorer leur résistance au stress abiotique ou d'améliorer les caractéristiques qualitatives des végétaux. Donc cette définition juridique, elle fait appel à de nombreuses interactions entre le sol, la plante, la préparation, donc la complexité notamment agronomique de ces différents objets, de leur interaction, rend le terrain d'investigation des effets biostimulants sous le prisme scientifique, en tout cas particulièrement périlleux. Donc cela nous rappelle que les PNPP, avant d'être une catégorie juridique, étaient des préparations naturelles, c'est-à-dire des décoctions, infusions purins de plantes, dont les vertus sont pour la plupart issues d'une tradition agricole paysanne, ce que de nombreux viticulteurs désignent sous le terme de bon sens paysan. Donc, leur application comporte donc une grande part d'observation. Plus que de preuves scientifiques, les viticulteurs que nous avons rencontrés arpentent leurs vignes avec un œil avisé à l'affût du moindre changement. Donc, la complexité de ce concept de PNPP a donc intrigué notre équipe de chercheurs qui a décidé d'y appliquer leur méthodologie de recherche-action participative.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en voyage. On est parti en voyage dans 10 régions viticoles françaises, du coup. Donc la Bourgogne, le Beaujolais, le Bordelais, le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon, la Champagne, l'Alsace, la Savoie, la Vallée du Rhône et la Provence. Donc on a rencontré 244 personnes. Et qu'est-ce qu'on leur a fait faire? Donc on a décidé du coup d'inviter tout le monde, donc tous les viticulteurs, donc des viticulteurs en conventionnel, en bio, en biodynamie, des viticulteurs qui utilisent des PNPP depuis des dizaines d'années, des viticulteurs qui en utilisent pas du tout, mais qui se posent la question d'en utiliser, d'autres dont c'était la première année, qui expérimentaient. Donc on a arpenté les routes de France et maintenant on en est au traitement des données. Donc qu'est-ce qu'on traite comme données? La première chose qu'on fait quand on arrive dans une région, c'est faire un atelier national. Donc dans chaque région, on essaye d'établir une dynamique de groupe qui nous permet de dessiner les enjeux régionaux des PNPP. Donc on organise une session de travail didactique qu'on appelle atelier, durant lequel les viticulteurs classent notamment leur expérience sur le thème des PNPP suivant leur ressenti. Donc par exemple, ils vont classer les essais qui ont bien marché avec une plante en vert. Ils ont brûlé leurs feuilles avec de l'huile essentielle d'orange. Et ben, ils vont les classer en rouge. Voilà, c'est très simple. Ces récits nous permettent de construire des ponts entre les différents participants. Donc, le voisin auquel potentiellement vous parlez jamais a peut-être la solution à un problème qui persiste chez vous depuis de nombreuses années. Donc ce dialogue entre les expériences nous permet surtout de comprendre où sont les problématiques auxquelles personne n'a de réponse. Donc cela peut être des problématiques d'approvisionnement en plantes, d'accès à des formations de qualité, de réponse à une contrainte climatique commune. Donc ces problématiques sont des réponses des questions auxquelles les viticulteurs attendent des réponses de la part de la recherche. Elles sont spécifiques à chaque région. Donc, nous ressortons de l'atelier avec une liste de questions et un aperçu des dynamiques de groupe de chaque région. Après, on va faire un entretien chez chaque viticulteur. Donc, afin d'investiguer la pratique de chacun, nous organisons des entretiens individuels directement sur leur domaine. Donc, c'est à peu près 2 heures. C'est l'occasion de comprendre leur vision de la viticulture en général, mais aussi d'investiguer leur pratique autour des PNPP plus en détail. Donc, il y a 2 parties. Il y a une partie technique qui rentre en détail sur le protocole, donc quel procédé de fabrication, quelle quantité de plantes, quel solvant. Et ça nous permet de récupérer des données agronomiques le plus précises possible. Et il y a une partie entretien ouvert qui nous permet de comprendre comment ils en sont venus à utiliser des PNPP, comment ils décident de les appliquer ou encore où ils s'approvisionnent. Donc chaque entretien fait l'objet d'un enregistrement et d'une retranscription. Donc ça nous permet aussi à chaque visite de voir le matériel utilisé, d'aller voir potentiellement les lieux de récolte et surtout de nous rendre compte de la diversité des pratiques sur le terrain. Donc maintenant, comme j'aime pas trop le format descendant de la conférence, je vous propose que ça devienne un tout petit peu interactif pendant pas très longtemps. Et du coup, on va jouer à un jeu pour tester un petit peu vos connaissances sur les PNPP. On va voir si vous savez reconnaître les plantes à l'origine de certains PNPP les plus connus. C'est tout simple, il y a une liste de caractéristiques. Si je vous dis que ça a des feuilles urticantes, qu'on la mange souvent en soupe et qu'on l'utilise potentiellement contre l'asthme et la diarrhée et que par contre en vigne, suivant les déclarations des viticulteurs qu'on a rencontrés nous, on l'utilise notamment pour un boost de croissance. Est-ce que vous savez quelle plante c'est? L'ortie? Ouais, c'est ça. Super. En France, elle pousse principalement dans les Vosges. Elle fait des petites fleurs en clochette. Du coup, elle est très bonne pour les brûlures et la cicatrisation. Donc, par analogie, ça c'est sur les humains. Par analogie, pour la vigne, on l'utilise contre les plaies de taille. Ouais, c'est ça. Donc, la consoude, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Hop. Voilà. Et l'avant-dernière, pardon. Elle ressemble à une queue de cheval, ça c'est l'indice, je pense, le plus parlant. Elle est riche en matières minérales, dont la silice. On n'a pas trop d'estimation de quelle proportion de silice est soluble, mais il y en a une fraction en tout cas.
Elle est aussi utilisée pour lutter contre le mildiou en traitement foliaire, parce qu'il désigne ça comme une fonction asséchante. Et elle a une action de dynamiseur de croissance. Est-ce que vous avez une idée? Equisetum arvens. Donc oui, ils utilisent plutôt la prêle des champs. Et pas, il existe plusieurs types de prêles. Il y a la prêle des marais aussi, mais on dit que c'est moins efficace. Donc tout ce que je vous délivre comme information, c'est issu des entretiens. Ce n'est pas vérifié dans le sens où ce n'est pas des connaissances scientifiques, c'est du déclaratif. Voilà. Et la dernière, c'est un petit arbrisseau. Elle est plus difficile celle-là, mais du coup, comme ça a été facile avant, normalement, ça devrait le faire quand même. Donc elle a des propriétés laxatives, ça c'est pour les humains. Et dans la vigne, elle est utilisée avec le cuivre pour lutter contre le mildiou. Mais ouais, c'est vrai que ça fait pas beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez une idée de quelle autre écorce que le saule est utilisée dans les PNPP? Ouais, c'est presque comme le sureau, c'est la bourdaine du coup. C'est plus petit, mais voilà, ça a un aspect qui est semblable au sureau. Du coup, je vais vous présenter les résultats sommaires de ce qu'on a pu déjà dégager de nos déplacements à travers une plante type. Donc, j'ai choisi la prêle, l'Equisetum arvens. C'est une des plantes que les viticulteurs utilisent le plus. Donc, on a décidé de vous présenter ça. C'est issu de 2 régions, les résultats que je vous présente, enfin les résultats partiels, issus d'une 30aine d'entretiens. Donc le premier constat, c'est qu'il y a presque autant de protocoles de prêle que de viticulteurs rencontrés. Donc chacun aborde la plante différemment. Donc cette phrase, elle peut être comprise en termes de quantité, de propriété ou de protocole de préparation. Donc il est très difficile de dégager des tendances. Le second, du coup, vous voyez tous les paramètres qui peuvent varier. Donc l'état de la plante, ça veut dire qu'il y en a qui l'utilisent fraîche, il y en a qui l'utilisent sèche. Voilà, après c'est à peu près tout. La quantité de la plante, ça peut varier par exemple de 50 grammes à 150 grammes par hectare. Donc ça dépend des personnes. La provenance des plantes, ça peut être de l'achat en coopérative en grosse quantité qui peuvent potentiellement venir d'Europe de l'Est jusqu'à aller l'accueillir sur le champ juste à côté de chez soi. La technique de fabrication, c'est à peu près les 3 que je vous cite depuis le matin, donc décoction, infusion ou purin. La température, il y en a qui montent plus la prêle en température parce qu'ils considèrent que c'est de la matière ligneuse et que du coup il faut plus de degrés pour extraire les composés actifs. Donc ça peut varier il y en a qui dépassent pas 37 jusqu'à plus de 80 en température. Et la durée, c'est pareil. Ils peuvent, si c'est une décoction, ils peuvent la laisser 15 minutes sur le feu ou alors 40 minutes. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu un aperçu de tous les paramètres qui peuvent varier dans une PNPP. Ensuite, il y a des questions qui émergent de tout ça. Chez nous, les scientifiques en tout cas, mais chez les viticulteurs aussi, on le voit. C'est qu'il est nécessaire de réaliser des analyses précises sur les préparations en laboratoire avant de comprendre la diversité de ce qui se trouve sur le terrain. Donc le premier champ sur lequel nous avons décidé d'investiguer, c'est celui du protocole. On a donc sorti le profil chimique de 3 protocoles de préparation de prêle différents. Donc ces résultats seront présentés en détail lors de l'atelier national et nécessiteront sûrement le prolongement du programme de recherche. Voilà. Et après, donc ça c'est les analyses sur la partie texto, mais aussi on a des analyses sur tous les entretiens dont je vous ai parlé précédemment. Donc la spécificité de notre laboratoire, c'est de travailler de façon transdisciplinaire, donc sur le côté biologie, agronomie, donc avec l'équipe que vous avez vue, et sur le côté vocabulaire, discours. Donc c'est des analyses textométriques. Donc ça consiste à analyser le discours pour voir par exemple s'il y a des types de vocabulaire, donc des champs lexicaux qui émergent, ou si le vocabulaire change. Donc ça, c'est les résultats du projet précédent, où par exemple les viticulteurs ils parlaient plus en termes de parcelles ou de vocabulaire technique au début du projet, et après ils ont réussi à avoir une vision plus large. Par exemple, ils se sont mis à parler à l'échelle de l'écosystème. Voilà. Donc c'est avec ce type d'outils qu'on est capable de le déterminer. Donc nous, ce qu'on va analyser sur la prêle, par exemple, c'est le degré de certitude qu'a le participant par rapport aux propriétés attribuées à cette plante.
Donc s'il est sûr de la fonction asséchante, par exemple, il va utiliser un autre type de discours que s'il a des doutes. Voilà, ça nous permet de dessiner la mosaïque des discours et aussi suivant le métier de chaque personne qu'on a interrogée. Donc ça peut être des conseillers, des viticulteurs qui en utilisent depuis longtemps ou des novices. Voilà, ils n'utilisent pas les mêmes mots. Donc juste pour vous illustrer ça grossièrement, par rapport au titre de la conférence, si on qualifie PNPP en termes d'alternative, on peut classer ce discours plutôt dans un registre politique ou législatif. Alors que le qualificatif poudre de perlimpinpin, là, on peut être sûr que c'est soit du registre journalistique, soit que c'est clairement une critique ouverte. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec la textométrie. Et on le fait en grande quantité puisqu'on traite les 240 entretiens. Et ces résultats seront aussi présentés lors de l'atelier national. Donc, on a abordé des données qui sont très classiques, des photos, des documents techniques, des enregistrements, des notes. Mais on considère que nos données, elles sont vivantes. Donc, les données de ce projet, elles sont liées à un incroyable réseau de parcelles à l'échelle nationale. Donc, on a visité 10 régions, comme je vous le disais. Donc, ça fait 10 climats, 10 terroirs, 10 cépages différents. Et encore, à l'intérieur de chaque région, il y a la diversité que vous connaissez. Donc, on a conscience que ces conditions, elles se rapprochent des conditions réelles d'utilisation des PNPP, mais elles sont tellement hétérogènes qu'elles rendent les conditions d'expérimentation scientifique difficiles. Donc, nous nous appuyons sur le lien tissé avec les viticulteurs pour affiner les données et les compléter. Donc, cette méthode, elle a déjà été éprouvée par l'équipe dans un précédent projet de recherche sur la santé de la vigne, par exemple. Donc, ça veut dire que les viticulteurs, ils définissent les indicateurs de qu'est-ce que c'est une vigne en bonne santé. Donc, ça a amené les chercheurs à changer leur grille d'évaluation et à prendre, par exemple, les pesées de bois de taille ou encore les métabolites secondaires comme des nouveaux indicateurs. Donc, ça change notre méthode de travail. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'atelier national. Du coup, c'est un atelier comme on fait dans les régions, mais à l'échelle nationale. Bon, jusque-là, tout était dans le titre. Donc, c'est la fin du projet VitiRepère PNPP. Donc, elle est prévue en octobre 2025. Mais avant la clôture, on va du coup faire une présentation publique des résultats, qui ne sera pas une présentation en sciences descendantes, mais bien une présentation participative. Donc, ce sera les 24 et 25 janvier 2025 à Montpellier. Donc, c'est en marge du salon Millésime Bio, s'il y en a qui y vont. Donc, ces 2 jours seront l'occasion de débattre sur les premiers traitements des données. Et du coup, ça permettra du coup de poser notamment des nouvelles questions, puisqu'on va inviter des gens qui n'ont pas participé à la première phase du projet pour avoir un regard neuf et potentiellement poser des nouvelles questions, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur notre site internet. Je vous le montrerai à la fin. Donc, pour cet atelier, il cristallise tous les enjeux dont on a parlé de recherche participative. Donc, c'est l'occasion de faire dialoguer les acteurs du projet, donc avec les données à l'appui. Les résultats du projet seront ainsi issus de consensus des viticulteurs participants entre eux, mais aussi de consensus entre les scientifiques et les viticulteurs. On sait cependant, donc c'est pour revoir vos espoirs à la baisse, que grâce aux ateliers régionaux, certaines questions autour des PNPP ne pourront pas être résolues sans moyens de recherche supplémentaires. Donc nous espérons que cet atelier sera l'occasion de prioriser les questions de recherche. Donc ces questions seront l'occasion de recommencer un fameux cycle d'Argonautes. Mais c'est le propre de la recherche. Michel Callon dit que dès qu'on se situe du côté de la recherche, on éprouve le picotement de l'incertain. Et c'est bien parce qu'il y a ce facteur d'incertain qu'on vous emmène jusqu'à l'atelier. Et du coup, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet. Donc, c'est vitirepère-du6pnpp.hub.inrae.fr. Mais vous tapez VitiRepère PNPP, c'est le premier qui sort. Donc, on a construit ce site comme une véritable plateforme d'échange. Donc, il y a les ressources bibliographiques et il y a les ressources didactiques des fiches agrotechniques que je vous ai présentées au début. Il y a des carnets de voyage, vu qu'on est parti en voyage. Il y a des agendas, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et surtout, il y a une série qui s'appelle « En attendant l'atelier ». On a décidé de maintenir le lien avec les viticulteurs en faisant de la médiation scientifique. Donc, le format est très simple.
c'est une figure expliquée en un paragraphe, une figure scientifique expliquée en un paragraphe, et forcément, ces épisodes sont en lien avec les PNPP. Du coup, le dernier en date, c'était une étude sur les extraits alcooliques d'absinthe, d'armoise, d'écorce de saule et de prêle, qui réduisent significativement le développement du mildiou sur les disques de feuilles de vigne lorsque les PNPP sont ajoutés en même temps que les spores du mildiou. Donc ces PNPP, elles ont pas d'effet, enfin elles ont un effet nul ou limité sur le mildiou quand elles sont pulvérisées avant le mildiou ou s'il a déjà sporulé. Ce qui voudrait dire que, en gros, la fenêtre de traitement serait extrêmement importante. Donc l'hypothèse de ces chercheurs, c'est que ces extraits alcooliques sont photosensibles, notamment, et que du coup, une fois qu'ils seraient pulvérisés dans l'atmosphère, eh ben, ils s'évaporeraient avant même d'avoir eu une quelconque action. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu envie de venir participer au débat. On donne du coup des armes scientifiques pour qu'on arrive tous aux tables lors de l'atelier national en capacité de réfléchir et de construire des débats tous ensemble. Voilà. Et maintenant, je suis là pour répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. On parle beaucoup de plantes dans les PNPP. Est-ce que la litière forestière fermentée fait partie des PNPP? Alors nous, comme on avait une définition très large des PNPP, en fait, chaque personne peut mettre ce qu'il veut dedans. Donc on a beaucoup de personnes qui nous ont parlé de l'IFOFER. Mais dans la définition juridique actuelle, c'est pas le cas. Voilà. En fait, il y a plusieurs catégories qui se superposent avec la LIFOFER, plusieurs catégories juridiques. Donc vous pouvez, en soi, si vous détaillez chaque provenance de produit, je pense que oui, en effet, c'est autorisé. Bonjour. Bonjour. François Rossetta d'Aubagne. Est-ce que vous avez des travaux sur la stabilité de ces produits dans le temps et comment est-ce que les producteurs peuvent l'améliorer dans leur ferme? Ouais. Eh ben, ça illustre parfaitement ce que je viens de dire. Quand on amène des questions, en fait, il y a d'autres questions qui émergent. Donc, la plupart des viticulteurs font attention lors du stockage à la photosensibilité. Donc, ils les mettent dans des bidons hermétiques, souvent noirs, du coup, pour éviter la détériorisation du produit. La plupart des viticulteurs, comme ils savent pas quoi faire pour le stockage des produits, ils l'utilisent en frais. Donc, ça veut dire qu'ils le préparent le matin et ils vont tout de suite l'appliquer. Puisqu'il n'y a personne qui a trop de connaissances sur le stockage. Les personnes qui les stockent pendant plus longtemps, c'est souvent des personnes qui utilisent des solvants qui sont pas de l'eau, mais qui sont plutôt de l'alcool. Et du coup, ça s'appelle soit des teintures mères, soit des alcoolatures. Et du coup, ces produits-là ont l'air plus stables dans le temps. En tout cas, quand ils les ouvrent et qu'ils utilisent les mêmes critères d'évaluation que quand c'est frais, ils ont la même couleur, la même odeur, et du coup, ils estiment que le produit a été stable dans le temps. Voilà. Bonjour, François Martin, moi je suis Bonjour. conseiller bio à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Oui. La semaine dernière, on a fait intervenir Éric Petiot, notamment sur les extraits végétaux, donc je suppose que vous connaissez ses travaux et ce qu'il a fait, avec un regard critique parfois par rapport à l'INRA, mais on ne rentrera pas dans les débats. Pour répondre à la question, il préconise la vitamine C d'origine naturelle pour conserver les produits. Par rapport au titre de la conférence, c'est vrai, bon là il n'y a pas de résultat, en effet, moi je m'attendais peut-être à des protocoles en suivant ceux d'Éric, parce que justement, de n'utiliser qu'un seul produit en espérant un effet, ça ne va pas forcément très bien marcher. Ouais. Et on est dans une approche globale du système, que ce soit en couverts végétaux, matières organiques, sa théorie du triangle, etc., qui sont mises en avant dans un premier temps, et après l'usage des protocoles préventifs et curatifs. Et qu'en gros, si on ne met pas la panoplie de ce qui est proposé, même lui le dit, les effets ne seront peut-être pas escomptés. Donc je ne sais pas par rapport à... vous avez parlé de l'ortie, tout ça, donc c'est lui quand même le précurseur de la chose. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, voilà, par rapport à tout ce qui fait, ce qui est dit, est-ce que vous avez pu évaluer justement ces protocoles, dans quel cadre, etc. Alors nous, on a été confrontés à Éric Petiot de façon
par intermédiaire, puisqu'en fait, il y a beaucoup de viticulteurs qui suivent ces formations, donc qui appliquent ces protocoles. Donc, dans nos données, par ruissellement, il y a énormément de protocoles d'Éric Petiot qui arrivent dans notre base de données. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que Éric Petiot, il a pris le temps de faire les expérimentations et qu'il a du coup une confiance de la part de chaque utilisateur qui refait pas forcément les tests et qui a pas forcément non plus les outils pour évaluer sa fameuse théorie du triangle. Il faut évaluer le paramagnétisme de sa parcelle et du coup, il faut avoir des critères d'évaluation pour savoir si le mix qu'on met en ce moment en place sur la parcelle est efficace ou pas. Et ça, pour l'instant, nous, on n'est pas en capacité de l'évaluer. On sait juste que c'est en effet une des approches qui est plutôt systémique, comme vous avez décrit, et on l'a juste pris en compte dans nos données. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Mais on espère que les résultats ils seront à l'atelier national et vous pouvez bien sûr venir. Voilà. William Maria, je travaille chez Certis Belchim. Donc on est un peu loin de mon sujet que je connais bien. Mais une question qui me turlupine, c'est les produits phytosanitaires sont très souvent soumis à beaucoup de réglementations. Les produits que ces viticulteurs utilisent, moi je m'interroge sur leur effet secondaire. C'est-à-dire pour eux déjà, en tant que préparateurs, utilisateurs, sur l'environnement et sur le consommateur aussi final. Ouais. Voilà. Donc est-ce que c'est des sujets aussi qui sont des pistes qui sont travaillées? Je dis ça parce que c'est pour éviter d'aller dans le mur comme on va un petit peu en ce moment sur de la chimie fine ou de synthèse. Ouais. Alors c'est une préoccupation qui, somme toute, a émergé de pas mal d'entretiens. Donc il y a des viticulteurs qui disent je passe ça en short et t-shirt, c'est pas grave, on s'en fout. C'est des tisanes, je pourrais en boire moi. Il y en a plein qui goûtent leur préparation. Et il y en a d'autres qui, pour le coup, sont totalement à l'inverse, donc disent que c'est aussi toxique qu'un produit phytosanitaire, parce qu'après tout, les plantes sont à la base de pas mal de molécules chimiques, enfin pas mal, toutes les molécules chimiques complexes. Donc, pourquoi ça pourrait pas être un poison aussi? Donc, pour répondre brièvement à votre question, dans l'étude sur les extraits alcooliques, il y a par exemple un premier test d'écotoxicité qui se révèle potentiellement plutôt positif. Donc sur des espèces qui n'ont pas été ciblées, visiblement elles survivent, donc pourquoi pas. Mais en effet, ça pose beaucoup de questions et ça demande, en fait, la législation, elle avance pas sur ce terrain-là dans le sens où il y a tellement de préparations différentes que pour stabiliser une préparation, il faudrait qu'elle devienne industrielle. Et c'est pas notre visée. Donc, ce serait très difficile d'évaluer l'écotoxicité de chaque préparation qui sort de chaque vignoble. Voilà. En sachant que ils ont un protocole qui est souvent très ouvert. Donc, vous pouvez aller les voir. Et ils utilisent souvent en solvant que de l'eau et du coup que des plantes. Donc, ça limite entre guillemets les interactions. Ça fait eau plante, quoi. Enfin, voilà. On peut évaluer en sortant de laboratoire du coup l'écotoxicité d'une décoction de prêle, d'un purin, d'une infusion, mais en fait, ce sera jamais l'écotoxicité de la préparation qui sort de chaque domaine. Voilà. On en revient à la science de laboratoire vs la science de terrain. Oui. Est-ce que vous avez commencé à compiler des analyses fines de produits de PNPP, différents types d'extraits fermentés de luzerne, d'ortie, pour voir si on retrouvait des tendances en termes de composition qui pourraient faire substitut du coup à certains produits engrais foliaires ou fongicides? Ouais, alors nous, on a fait cette analyse chimique sur 3 protocoles de prêle. Mais en fait, ça coûte beaucoup d'argent de faire cette analyse chimique. Donc, du coup, ça nous a déjà coûté beaucoup d'argent. Donc, on va vous montrer à l'atelier national ce que ça fait comme profil chimique différent. Et du coup, si c'est une question que la filière souhaite toujours porter, il faudra qu'on monte un nouveau projet de recherche, qu'on trouve des nouveaux financements et qu'on recommence potentiellement pour plusieurs plantes. Voilà. Mais là, on a fait une décoction de prêle, une infusion de prêle et un purin de prêle comme si on était au domaine. Et on les a analysés, voilà, en termes de composition chimique.
Bah là, c'est pareil, hein. Je ne peux pas répondre catégoriquement à cette question. Il y a plein de techniques différentes que chacun expérimente. Mais en fait, il faudrait de nouveau aller prélever chaque technique de stockage différente pour voir si la préparation ou en tout cas la composition chimique s'est dégradée ou pas dans le temps. Et ça, c'est pour l'instant logistiquement impossible. Après, on trouvera peut-être un protocole sur lequel on est tous d'accord. Et si les 10 régions viticoles acceptent de le mettre en place, eh ben, on est parti, c'est bon. On a une expérimentation grandeur nature. Je sais que, juste pour conclure, que ça peut paraître vertigineux, du coup, toutes les questions qu'on soulève, mais au final, c'est chouette parce que ça permet aux gens de se rencontrer et de discuter. Et au final, on est tous au même niveau d'incertitude. Et certains viticulteurs considèrent que, du coup, expérimenter, c'est avoir de l'autonomie et de la souveraineté. Et c'est peut-être ça, au final, les PNPP, c'est autant d'incertitudes parce qu'en fait, c'est de la liberté sur lequel, pour l'instant, on n'a pas trop de connaissances encore. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.